Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue sur Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de Blanche Gardin, la comédienne qui est assez connue maintenant, qui a fait des spectacles qu'on peut voir sur Netflix. Elle a publié récemment un article sur sa page Facebook par rapport à son refus de recevoir une récompense chevalier d'ordre des arts et des lettres, quelque chose comme ça, chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Et donc, elle justifie son refus par le fait que le gouvernement de Macron, ne tient pas sa promesse de s'occuper, de loger les gens dignement. Donc, je te propose d'en C'est bien discuter. ça. Elle se donne une bonne Ouais, posture. voilà, elle se donne une bonne posture. On va pas parler de ça parce que bon, ça, on a l'habitude avec les comédiens et les artistes en général qu'ils aiment bien se donner le beau rôle à peu de frais. Ouais, Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Je pense ouais, que c'est pas notre sujet. voilà, exactement. C'est pas le sujet. Sinon, on pourrait y passer, passer la nuit. Donc, on va juste se focaliser sur le cœur de son argumentaire, Oui. où donc elle dit elle refuse cette récompense, car Macron se serait engagé justement à loger tout le monde dignement, mais que justement, il n'a pas tenu cette promesse. Et donc, c'est ici le cœur de Ça son, commence ici, là. Il y a tout ouais, un paragraphe, en effet. le cœur de son article, Ouais. où elle dit: mais simultanément, vous avez baissé durement les APL qui aident les plus pauvres à se loger, vous avez réduit les budgets des centres d'hébergement d'insertion pour les sans-domicile, vous avez coupé une part importante des moyens dédiés à la construction de logements sociaux, coupé drastiquement dans les emplois aidés, supprimé l'ISF, ce qui a eu entre autres conséquences de faire chuter les dons aux associations qui luttent en faveur des plus démunis. Vous n'avez pris aucune mesure ambitieuse qui permettrait d'encadrer les loyers dans toutes les villes où le coût du logement étouffe le budget des plus fragiles, à une période où notre pays bat des records d'expulsion parce que les familles n'arrivent plus à payer leur loyer, et la liste serait encore longue. Donc on va prendre phrase à phrase, mot à mot, quasiment ce paragraphe. Donc elle dit que voilà, on a baissé les APL qui aident les plus pauvres à se loger. Alors est-ce que tu veux commenter cette phrase sur l'impact des APL qui aideraient les pauvres à se loger? Je pense, si tu me permets, qu'il faut Vas-y. commencer par une intro Ok. là-dessus qui couvre l'ensemble, qui correspond à une des croyances qu'il y a souvent chez les gens de gauche et pas que chez les gens de gauche, qui est que sur la thématique des logements, comme sur d'autres, la solution, en fait, effectivement, de manière générale, est l'aide au logement ou le contrôle des loyers, qui est un petit peu Ouais. pareil. Parce que la légende classique qui consiste à dire que si on laissait faire le marché, donc la relation propriétaire-locataire, Locataire. Ouais. etc., la relation serait en faveur des propriétaires, les méchants propriétaires exploiteraient ou monteraient les prix des loyers, et de manière générale, les locataires seraient encore plus dans une situation encore plus difficile. Ce qu'il faut commencer par dire, je pense, c'est que cette croyance est fausse et que c'est justement que plus on intervient sur le marché des loyers que ça complique pour le locataire comme pour le propriétaire d'ailleurs. Mais qu'en général, justement, les dysfonctionnements viennent de là. Et si on prend, je vais essayer de l'expliquer au fur et à mesure, hein, et si on prend les APL, c'est typiquement une mesure qui contribue, au contraire, la mesure elle-même contribue à mettre le bazar dans cette relation, à perturber la relation. C'est bien de vouloir aider, bien sûr, les gens. C'est pas ça la question. Et oui, bien sûr, c'est vrai qu'à court terme, retirer les montants d'APL perturbe et donne moins de moyens aux gens, effectivement, pour se loger. C'est vrai. À court terme, c'est vrai. Mais il faut voir pourquoi. C'est parce que justement le marché du logement à Paris en particulier, mais pas seulement dans les grandes villes en général, n'est pas assez souple, n'est pas assez libre et ne peut pas réagir de manière assez vive pour que les propriétaires comme les locataires aient suffisamment d'alternatives pour que la demande de logement, parce que c'est de ça qu'on parle, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à se loger, donc il y a beaucoup de demandes, et elle a raison, je pense qu'elle a raison. Le marché n'est donc pas assez souple pour que la demande trouve une offre. Et plus on va aider, contrairement à ce qu'on imagine, moins l'offre va se mettre en place parce que le propriétaire qui est en face, lui, il est pénalisé. Et si le propriétaire est pénalisé, il va offrir moins. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre et qu'on va essayer de
peut-être, je pense, de détailler au fur et à mesure si tu en es d'accord. Ok, tout à fait. Donc, Donc oui, commençons. c'est Ouais. vrai, elle a raison. La suppression des APL, ça perturbe à court terme. Mais en fait, si on supprimait les APL, non pas les baisser, mais si on les supprimait, on s'approcherait beaucoup plus d'une situation où le marché serait amené à réagir et on verrait d'autres solutions pour répondre à ce problème-là. Alors, comment tu l'expliques? Parce que, enfin, moi, mon explication sur l'APL, c'est de dire que, en gros, ok, à court terme, tu supprimes les appels, donc les gens, pour payer, ça va être plus dur. Mais en fait, si tout le monde a des APL, les propriétaires vont augmenter les prix et vont s'aligner sur le loyer plus les appels, parce qu'en fait, tout le monde a cet APL. Tu as raison. Donc, la demande Tu as fait un va appel pouvoir d'air. s'aligner. Enfin, tu peux louer ton appartement à plus de gens, en fait. Et donc, tu as plus de choix et tu peux augmenter ton prix. Mais tu as parfaitement résumé sur ce cas particulier, Ouais. oui. Ça fait, sans jouer sur les mots, ça fait un appel d'air. Ouais. Plus effectivement, les appels, tout le monde y a droit d'une manière ou d'une autre, ce qui est quelque part relativement, moi je trouve que c'est OK, au moins ça a cet avantage-là. Mais comme tu dis, de ce fait, force que certains types de personnes, ben, ça tombe à côté. Ça donne l'accès plus simple à la location, donc tu as raison. Ça monte le niveau de potentiel d'achat ou de location des locataires. Et bon, il ne faut pas se tromper. Les propriétaires qui, par ailleurs, en fait, sont amenés à produire des loyers beaucoup plus bas de ce qu'ils aimeraient, on pourra en parler, effectivement, forcément montent les prix. Et donc, effectivement, c'est toujours les pauvres qui, dans ces cas-là, qui sont pénalisés. Donc, oui, c'est assez paradoxal, Ouais. mais l'APL, Et c'est ça. On cherche en à fait, aider ça aide. les pauvres, mais c'est forcément les non-pauvres. Donc, ton analyse est Ouais. tout à fait juste. Et en fait, au final, même, on pourrait aller jusqu'à dire que ça aide les propriétaires à augmenter leur loyer et à gagner plus. C'est qu'au final, les APL font que tu peux faire louer ton appartement plus cher que précédemment. Donc, Oui, puisque ça tu as aide. une meilleure Ouais. probabilité de trouver des locataires, Ouais. en plus de moyens. Tout à Donc, fait. c'est complètement l'opposé. Mais tu vois, tu as raison, et c'est encore aussi, ça oublie un truc très classique dont on parle régulièrement, c'est que de toute façon, un locataire et un propriétaire, c'est une relation d'achat-de-vente. La location, Ouais. pareil, c'est une Achat d'un transaction. service, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, il y a toujours deux personnes, il faut que les deux, Oui, c'est soient pas. d'accord. Ouais. Il faut que le locataire, à son niveau de moyens, trouve un propriétaire qui est prêt à mettre à ce niveau-là. Et donc, on ne peut jamais raisonner. Une des grosses erreurs qu'ils font, c'est de dire ah, ben, je mets les APL, donc hop, je monte le niveau du locataire. Mais ils oublient qu'en face, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'ajuste. Et donc, le propriétaire aussi, il va s'adapter en fonction de ça. Ouais. Tout d'un coup, le locataire est ici, le propriétaire est là, ben, il va s'ajuster forcément. Ouais. Donc, Ouais, le problème qu'on voit, c'est que souvent, en fait, ils raisonnent toujours de manière complètement statique et pas du tout dynamique. Dans tout leur raisonnement d'allocation, c'est toujours très statique. Si on se dit, voilà, à tel moment, on rajoute juste une alloc et donc ça va aller, mais ils raisonnent pas sur le je, dynamisme. je, oui, mais j'emploierai une autre image qui est parmi les images classiques. Tu sais, je prendrai l'image de la vitre Ouais, cassée la de vie de cassé. Bastia, qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais qui est typique du raisonnement économique. Le raisonnement économique, il faut toujours aller au cran d'après pour imaginer ce qui va pouvoir se passer. Et effectivement, des mesures comme les APL sont typiquement des raisonnements, tu as raison, de premier coup. C'est-à-dire qu'on dit, ah oui, on a un problème, il faut aider les gens, donc on donne des sous. On ne cherche pas plus loin. Et on n'imagine pas de savoir ce qui va se passer au coup d'après. Le coup d'après, c'est on casse la vitre. Tout d'un coup, il y a des vitres à pourvoir et donc tout va bien et donc on pense qu'on a enrichi les gens. Non, c'est le même raisonnement. On oublie effectivement, tu as raison, de dire oui, mais effectivement, avec des sous en plus, forcément, ça fait un appel d'air en termes de demande. Il ne faut pas se tromper, l'offre va s'adapter. L'offre s'adapte forcément. Ouais. Et c'est effectivement, la plupart de ces mesures-là sont des mesures de courte vue qui ne regardent que le premier coup et jamais le second. Et encore moins un troisième. Ok. Bon, on va continuer. Donc ensuite, elle dit que vous avez réduit les budgets des centres d'hébergement d'insertion pour les sans domicile. Est-ce que tu veux commenter sur Je n'ai les... pas d'avis. Honnêtement, là, je serais Ouais, mal à l'aise pour en parler parce que je ne suis même pas sûr du détail qu'il y a derrière. ouais, d'accord. Mais on pourrait malgré tout appliquer le même genre de raisonnement. C'est-à-dire que s'il y a moins d'hébergement dans ces centres-là,
Ça veut dire que là aussi, forcément, il va y avoir une demande de logement qui va s'accroître. Et encore une fois, si le marché avait à nouveau de la souplesse, le marché devrait pouvoir répondre à ça. Le simple fait qu'on soit dans ce raisonnement de dire de toute façon, les logements ne peuvent venir que d'une offre étatique et figée, oublie ce raisonnement de dire qu'il y a un marché et que quelque part, il y a des propriétaires qui sont là, même pour des pauvres, pour proposer des logements. On oublie ça. Sur ça, ouais. Pardon, excuse-moi. On pourrait mentionner, tu sais, la législation qui empêche de louer un appartement qui fait moins de 9 mètres carrés. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de logements qui font moins de 9 mètres carrés qu'on pourrait louer et donc qui ferait qu'il n'y aurait pas de SDF, que tu pourrais louer et qu'il pas y cher. aurait plein de gens qui, Enfin, moi, en tout cas, qui se satisferaient de 9 mètres carrés. Qui se satisferaient d'un 8 mètres carrés. Ou, voilà. Après, bien sûr, Absolument. c'est pas l'idéal, c'est pas ce que tu peux souhaiter aux gens, mais c'est l'alternative. Enfin, voilà, c'est qu'ils oublient de considérer les alternatives. Si tu empêches de louer à 9 mètres carrés, ceux qui pouvaient se louer avec un 8 mètres carrés, bah, ils auront plus de 8 mètres carrés, ils seront dans le choix entre la rue et plus de 9 mètres carrés, il n'y a rien entre les deux. Voilà. C'est tout à fait ça. Ok, on continue. Vous avez coupé une part importante des moyens dédiés à la construction de logements sociaux. C'est le même raisonnement, encore une fois. On est toujours dans ce raisonnement que de toute façon, l'offre ne peut venir que du social, du gouvernement, de la municipalité et autres. On oublie complètement que l'essentiel de l'offre vient de propriétaires qui ont pu construire, acheter ou tout d'un coup avoir des logements qu'ils mettent en location et que la vie normale et historique de la location vient de là. On oublie complètement les propriétaires dans l'histoire. Et quelque part même, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi on n'aide pas les propriétaires? Pourquoi on aide les locataires, mais on n'aide jamais les propriétaires? Si on aidait les propriétaires, je rentre dans cette logique, d'accord? C'est pas ce que je dis. Mais si on aidait les propriétaires, au moins on serait dans cette logique qui consiste à dire une part importante, sinon, à mon sens, l'essentiel de l'offre, vient des propriétaires. Si on donnait les moyens aux propriétaires de avoir un peu d'oxygène, avoir un attrait à louer, et donc quelque part d'investir dans des nouveaux logements eux-mêmes, cette question tomberait toute seule. Si tu n'aurais pas besoin d'avoir un budget de centre d'hébergement, des budgets spontanément, les gens auraient beaucoup plus d'offres et donc forcément plus de pauvres dans le besoin et autres auraient forcément des offres à mettre en face de leurs besoins. Ouais. Ok. Ensuite, donc, il dit que Macron a coupé drastiquement dans les emplois aidés. Bon, ça... Je n'ai pas compris le lien qu'il y avait avec le logement. C'est que les gens, peut-être, ont moins d'argent, mais bon, de toute façon, les emplois aidés, ce sont de faux emplois. Donc, oui, ça donner de l'argent volé à tout le monde. Oui, ça baisse le niveau. C'est censé baisser le niveau de vie des gens, c'est ça qu'elle veut dire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un autre problème. Ça entend sur un problème qui est pourquoi y a-t-il du chômage, pourquoi y a-t-il des pauvres en France, ça n'a rien à voir. Et évidemment, c'est pas en aidant les gens qu'on va améliorer cette situation-là. C'est évident. Bon, ok. Ok. Après, donc il a supprimé l'ISF, ce qui a eu entre autres conséquences de faire chuter les dons aux associations qui luttent en faveur des plus démunis. Alors, j'avoue que là, j'ai vraiment pas compris, parce que déjà supprimer l'ISF, ça veut dire que, bon, par définition, les gens qui sont à l'ISF ont quand même des chances d'être parmi les propriétaires qui éventuellement offrent des locations. Alors, peut-être pas des locations pour 9 mètres carrés, mais dans l'absolu, j'en sais rien, si tu veux. Donc, forcément, si tu supprimes l'ISF, tu pénalises un peu plus certains propriétaires, et donc forcément, tu vas avoir tendance à réduire l'offre que les propriétaires pourraient amener. Bon. Mais alors, le lien qu'il y a entre le faire chuter les dons aux associations, je peux comprendre, mais le raisonnement me surprend quand même. C'est je remets l'ISF, donc je fiscalise plus fortement les propriétaires potentiels, et comme ils vont avoir moins d'argent d'impôts, ils vont trouver le moyen de quand même donner plus aux associations. C'est peut-être que, en fait, les dons qu'ils faisaient, ils peuvent les déduire de leurs impôts, et comme maintenant ils payent moins d'ISF, ils ont moins besoin de déduire leurs impôts. Oui, c'est peut-être ça. Je suis pas avocat fiscaliste, oui, ça va être pour ça, oui. Je pense que c'est que en fait, oui, elle pourrait un peu l'expliquer. Pour aider quand même. Oui, tu dois avoir raison. Mais là, encore une fois, c'est tordu. On cherche des trucs compliqués avec des mesures ceci ou des mesures cela, alors que le sujet, c'est libérer le marché.
Laissez les gens proposer spontanément des offres. Si je suis propriétaire, moi, je suis propriétaire et j'ai des locations, mais je ne demande qu'une chose, moi, c'est de pouvoir louer. Ouais. Et si je pouvais acheter un autre appartement pour le louer encore plus, je le ferais volontiers. Qui serait assez sot pour dire le contraire? Mais il faut que pour ça, que ça soit attractif pour le propriétaire. Il faut que le propriétaire y ait un intérêt. S'il ne gagne pas d'argent et s'il a moins de sous qu'il gagne, on lui pique ou Ouais. qu'il passe, Bah, et ça, qu'on lui... clairement. il est évident qu'il ne va pas louer. C'est évident. Ouais, surtout qu'il y a toujours les risques, on sait, il y avait des histoires sur les squats, sur le fait que voilà, si des gens payent pas, tu peux jamais les virer, Tout enfin. à fait. Tout à Alors que fait. ça paraît être voilà, quelque chose de basique. Si quelqu'un paye Tout pas, à bah, fait. il s'en va, il n'y a pas de. On ne semble pas comprendre en France que la base de l'économie, c'est une base liée à l'incitation. Il faut qu'il y ait un intérêt. Si on enlève aux propriétaires tout intérêt ou toute motivation à gagner des sous sur la location, parce qu'il faut quand même dire les choses, quoi, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait moins d'offres de location et donc les propriétaires soient, même dans certains cas, tentés de ne pas louer des logements vides. C'est un sujet qui revient aussi, ça, souvent. Pourquoi un propriétaire va s'embêter à garder un logement vide, ça veut dire un capital mort, sur lequel probablement il paie des impôts, il paie de l'entretien, donc c'est une charge pour lui, je pense en tout cas. Pourquoi ne chercherait-il pas à le faire fructifier par une location? C'est parce qu'à un moment donné, il pense que le coût de la location, en procédure, en risque locataire, en rentabilité, n'est même pas à la hauteur de ce que peut lui coûter le logement laissé vide. C'est quand même hallucinant qu'on ait ça en France. Et il y en a plein à Paris, apparemment. Ouais. Bah, c'est à peu près tout. Ah oui, il y avait un dernier point sur. Vous n'avez pris aucune mesure ambitieuse qui permettrait d'encadrer les loyers dans toutes les villes où le coût du logement étouffe le budget des plus fragiles. Donc l'encadrement des loyers. C'est ce que je disais au tout début, c'est l'erreur classique qu'on trouve dans tous les bouquins d'économie de base. L'encadrement des loyers, c'est ce qui fait que les centres-villes de par le monde deviennent des ghettos et des nids à misère. Si on encadre les loyers, on interdit aux propriétaires de faire du profit comme il avait espéré le faire, ou comme il prévoyait le faire. Donc ça donne comme conséquence immédiate que le propriétaire va demander plus d'exigences au locataire parce qu'il a besoin d'avoir un locataire dont il est absolument certain qu'il va le payer, le peu qu'il peut le payer. Il n'a aucune motivation à entretenir le logement puisque toute dépense qu'il fait ne lui sera pas répercutée dans un loyer qui pourra éventuellement améliorer. Encore une fois, c'est plus on bloque le propriétaire, moins on permet au propriétaire d'essayer de tirer vers le haut quelque part sa prestation. Le fait, c'est que les loyers étant encadrés, ça crée une concurrence qui est toujours au même prix à peu près. Les prix sont quasiment tous fixés, tous figés au même niveau. Ça réduit donc en fait la réalité de la concurrence entre les propriétaires. Ça fait pas, il y a moins de souplesse et de possibilité de concurrence puisque les prix sont à peu près tous du même niveau. Et dès qu'il n'y a pas de concurrence, forcément, au lieu de tendre, la concurrence tend à augmenter la qualité et à tirer les prix vers le bas, à même niveau de prestation. Donc paradoxalement, ça ne contribue pas à ce que la qualité des loyers, donc des appartements, monte et que les prix baissent. Parce que, en fait, paradoxalement, naturellement, les prix devraient baisser. Et donc, ça aboutit en fait exactement à l'inverse de ce qui est souhaité au départ. Mais ce genre de raisonnement, qui est celui qu'on évoquait tout à l'heure avec la vitre cassée, c'est-à-dire que on regarde le premier coup, bah oui, au moins c'est bien, on a bloqué les loyers, donc au moins on est sûr que le locataire ne subira pas d'augmentation du loyer. Mais on oublie de voir la conséquence pour le propriétaire. Et quand il y a une conséquence pour le propriétaire, il y a aussi une conséquence pour le locataire derrière. Et on oublie complètement ce genre de raisonnement. Donc au bout du compte, on obtient l'effet exactement inverse de ce qu'on vise au départ. Mais ce qui est fou, si tu veux, c'est que ce scénario-là, qui n'est pas du tout de mon raisonnement propre, tu le vois dans n'importe quel bouquin d'économie. Dans l'histoire, il y a eu plein d'exemples Exactement. d'encadrement de loyer qui aboutissent à une pénurie de l'offre. Tout à fait. Je n'ai plus le titre en tête, mais je pourrais chercher. Il y a eu un bouquin, je crois assez célèbre, dont le sujet unique, un bouquin entier sur pourquoi les centres-villes dépérissent uniquement à cause de l'encadrement des loyers. Pour dire que c'est un sujet hyper connu. Mais ça fait rien. À Paris en particulier,
Et dans des personnages de ce type-là qui croient connaître l'économie, ou qui avoir réfléchi à l'économie, ben, on continue à évoquer ce sujet comme étant une évidence. Bien sûr qu'il faut contrôler les loyers. Ben non. Non. Ouais. Voilà. Bon, bah, on a fini sur Blanche Gardin. Blanche Gardin, ça part d'une bonne volonté. Je ne vais pas la Bah oui, critiquer en on tant que sait. telle. Non, mais c'est ça le problème, c'est que ça part toujours d'une bonne volonté. Mais elle est le reflet de, comment dire, elle est le reflet d'une gauche artistique en France qui a pignon sur rue, qui croit pouvoir se permettre de s'exprimer. J'ai rien sur le fait qu'elle s'exprime, mais avec compétence, alors qu'elle n'a aucune compétence particulière. Personne ne lui dit parce que le niveau de compétence en face est à peu près du même niveau. Et surtout, c'est politiquement incorrect de tenir un discours tel que celui que je tiens. Donc, personne n'ose lui dire quoi que ce soit. Et donc, la pauvre aussi, elle n'a aucune raison de penser qu'elle a tort et de chercher à progresser, parce que je pense que c'est une fille de bonne volonté. Je n'ai pas de raison de penser le contraire. Mais ça montre le niveau lamentable d'enseignement et d'éducation en général qu'il y a en France, dans tous les milieux, en matière d'économie. Et c'est pas pour faire le fanfaron, et c'est pas pour dire que moi je connais et les autres ne connaissent pas. Ça conclut qu'on n'a pas de débat en France sur ces sujets, et c'est le pauvre Pékin qui en pâtit, parce que c'est ça que ça veut dire au bout du compte. C'est pas moi, ça ne va pas changer ma vie, mais par contre, effectivement, avec ce genre de croyances, on continue à pousser le blocage des loyers, etc., et on aggrave la situation au lieu de la libérer. C'est ça le problème qui est grave dans ce truc-là. Blanche Gardin, à mon avis, elle est juste l'idiote utile de la gauche qui montre le niveau de délabrement de la pensée en France sur ces sujets. C'est ça le Ouais. problème. Bon, on lui enverra la vidéo. Je la posterai. Mais c'est une excellente idée. Et si c'est une fille intelligente, peut-être qu'elle répondra. Ok, Espérons. espérons. Ok, très bien. On a fini pour ce À sujet bientôt. des logements. Merci, à bientôt. Je t'en prie.